Vous êtes en compagnie de l'émission Radio... Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, on en parle à Taïwan. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux et François-Xavier Boulet et Floriane Dai. Voilà, pour vous présenter ce nouvel épisode de On en parle à Taïwan avec, comme d'habitude, 3 sujets distincts. Et aujourd'hui, on vous parlera de la Saint-Valentin chinoise, enfin la Saint-Valentin du calendrier lunaire. Ah oui, ça avait lieu cette semaine. Voilà. Et moi, je vous parlerai de L'œil du cyclone. L'œil du cyclone. C'est le titre d'un film qui fait tabac sur Netflix. D'accord, c'est pas en lien avec tous les typhons qu'il y a en ce moment. Non, pas du tout. D'accord. Et moi, je parlerai de passer à tabac, enfin pas exactement, mais de sport quand même, avec les Jeux Est-Asiatiques jeunesse qui ont eu lieu en Mongolie cette semaine aussi, à partir du week-end dernier. D'accord. Alors, on commence par quoi ? Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux, la fête de la Saint-Valentin chinoise. C'était le premier dans l'ordre chronologique. Oui, c'est vrai. Alors, déjà, ça s'est passé... Eh bien, le 7 juillet lunaire, donc mardi dernier. C'est ça. C'était le 22 cette année, le 22 août. Mais normalement, c'est le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire. Oui. Ça s'appelle le Qixi ou alors Qi Qiaojie, qui signifie la fête la fête des compétences. Mm-hmm. Et c'est un peu la Saint-Valentin chinoise, la Saint-Valentin du calendrier lunaire, puisque c'est lié à une histoire que vous connaissez sans doute, une histoire d'amour tragique. Entre le bouvier et la tisserande. Voilà. Ah, la Qui célèbre voie lactée. Qui s'en souvient, levez la main. Allez, Floriane. Enfin, à peu près, mais c'était la tisserande, c'est la fille d'un empereur céleste, il me semble. Et puis elle était venue ça dépend des versions. Avec ses sœurs sur la terre. Et puis le bouvier qui les avait vues avait volé ses vêtements pour pas qu'elle puisse se rhabiller et ressortir. Et puis elle était restée avec lui, ils étaient tombés amoureux. Mais le père ne voulait pas qu'elle reste vivre sur Terre avec un simple mortel. Et donc, il l'avait envoyé chercher. Et le bouvier était parti à leur suite. Mais ils avaient... Pas mal. Ils avaient été séparés par... je crois que c'était la reine-mère d'Occident qui était venue les chercher, qui avait pris une épingle à cheveux pour tracer la voie lactée. C'est ça. Wow. Et ils pouvaient se rejoindre seulement une fois par an sur un pont de Pi. Le septième jour du septième mois lunaire. C'est ça, voilà. C'est ça. Alors, ça dépend des versions, mais ce qui est constant, c'est le nom du jeune bouvier qui s'appelle Niolang et le nom de la tisserande qui est Zhenu. Et en fait, les deux représentent une étoile. Niolang, c'est l'étoile Altaïr, et Zhenu, c'est l'étoile Vega. Mm-hmm. Ce qui explique que dans d'autres pays qui observent aussi le calendrier lunaire, comme au Japon, on utilise aussi ces étoiles-là. Donc, par exemple, le Japon célèbre la fête de Tanabata, qui commémore la rencontre de Orihime et Hikoboshi, qui sont les représentations des 2 étoiles, Vega et Altaïr. D'accord. Et en Corée du Sud aussi, c'est célébré. Enfin, en Corée du Nord peut-être aussi, je sais pas. Et en tout cas, donc tout ce que tu as dit, c'est juste. Donc ces 7 sœurs, ces 7 fées, se baignaient dans un lac. Et apparemment, le Niolang avait un bœuf comme compagnon qui apparemment était assez, je sais pas, taquin ou pervers. Mais en tout cas, ce satyre de Niolang a volé les habits de toutes les fées. Et les fées se sont concertées pour en envoyer une pour récupérer les vêtements de toutes. D'accord. Et elles ont désigné Zhenu. La tisserande. Voilà, parce que c'était la plus jeune et la plus belle. Et donc, elle y est allée. Et apparemment, elle a été demandée en mariage. Elle l'a accepté parce qu'apparemment, elle n'avait pas trop le choix. Mais apparemment, ça s'est bien fini puisque les deux se sont bien entendus et ils ont été des
des époux heureux. Mais comme tu disais, alors ça peut dépendre des versions. Dans ta version que tu connaissais, c'est l'empereur. Dans la version que j'ai lue, c'était la déesse des cieux, qui était donc mécontente de cette union. Et donc, elle a tracé une large rivière dans le ciel. Alors, je ne savais pas que c'était avec une épingle à cheveux, Oui, c'est ça? c'est ça. Il me semble que c'est D'accord. ça. Et puis ils avaient 2 enfants aussi qui... Oui. 2 enfants qui sont 2 autres étoiles voisines, Beta Aquilae et Gamma Aquilae. Et donc, Néolan s'occupe des enfants d'un côté et Zhenu est de l'autre côté à tisser. Et en fait, une des versions insiste aussi sur le rôle de l'empereur qui interdit l'union parce que ça les empêche de travailler, d'être productifs. Et donc, c'est pour insister aussi sur les responsabilités, le devoir des individus qui doivent faire leur travail et pas trop se concentrer sur les choses. C'est pas juste le fait qu'ils viennent de 2 conditions différentes, quoi. Voilà. Donc, ça dépend des versions, vraiment. Et donc, cette nuit-là, apparemment, cette fête a évolué. Et sans doute que c'est peut-être dans la Chine ancienne où les jeunes filles en âge d'être mariées pendant cette journée ou cette nuit-là, montraient leurs compétences domestiques pour montrer qu'elles étaient bonnes à marier. Et donc, c'est pour ça que cette fête a un autre nom, Qiaoxi, qui signifie la nuit des compétences, pour montrer qu'on est compétent pour être une bonne épouse. Bonne à marier. Voilà. Vous ne voyez pas mon expression, mais je vous laisse l'imaginer. Voilà. Et donc, c'est une fête qui est aussi célébrée un peu comme la Saint-Valentin à Taïwan aussi par les couples. Oui, c'est la fête des amoureux. Voilà. Une amie m'a dit que c'était à peu près la même chose, mais que la fête de Qixi était un peu moins commerciale. Voilà. Que le 14 février, du coup. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'on en entend moins parler quand même. C'est possible. C'est vrai qu'au niveau des publicités, j'ai l'impression qu'on voit moins de choses sur tout ce qui est restaurant, tout ça. Mais par contre, les fleuristes, ils logent à bonne enseigne quand même pour cette fête traditionnelle, quoi. Ouais, je me rappelle cette semaine, j'ai vu en début de semaine les fleuristes qui mettaient plein de bouquets devant leur étal, plus que d'habitude. Et je me suis dit, tiens, d'habitude, quand les fleuristes sortent des bouquets comme ça, soit c'est la fête du nettoyage des tombes, soit c'est les... Saint-Valentin ou les... Ouais, mais j'ai même pas pensé à Saint-Valentin. La remise des diplômes. Je me suis dit, tiens, fin août, il y en a qui doivent recevoir des diplômes de fin d'année. En fait, c'est pas du tout ça. C'était vraiment la fête des amoureux chinoises. Voilà. Et souvent, au milieu du bouquet, t'as un petit nounours à la taïwanaise, voilà. Tout à fait. Qui est peut-être même plus cher que les fleurs en elles-mêmes, j'en sais rien. Et donc, je suis tombée sur un article vraiment très intéressant et très rigolo aussi, sur le quotidien Taiwan News, qui a interviewé un numérologue, Yang Denghui, et pour expliquer un peu les interdits liés à cette fête. Et vraiment, j'ai découvert plein de choses. Donc, non seulement les personnes célibataires sont encouragées à aller dans un temple de Yuelao pour demander un partenaire, et donc on les encourage à donner le plus de détails possible sur eux, donc leur date de naissance, l'heure, l'adresse, le nom, tous les détails, et aussi tous les critères du partenaire idéal pour que Yuelao puisse leur trouver quelqu'un qui aille bien avec eux. Il faut savoir que Yuelao, c'est le vieillard sous la lune qui est justement responsable de lier entre elles les 2 âmes sœurs. Voilà. Et donc, le numérologue explique aussi que c'est un bon jour pour faire une demande en mariage à son partenaire et pour accepter également. Par contre, il faut éviter de s'enregistrer à la mairie ce jour-là. Parce que, comme l'histoire, c'est une histoire quand même tragique où les 2 amoureux sont séparés pour toute la vie, où ils se rencontrent qu'une fois par an, donc c'est pas non plus l'idéal. D'accord. Donc pour l'aspect romantique de tomber amoureux, c'est bien, mais pour valider, il vaut mieux attendre. Voilà. Donc, bien sûr, les cérémonies de mariage sont aussi interdites, parce que souvent les cérémonies à Taïwan sont faites un jour
un autre jour, je veux dire, que l'enregistrement à l'état civil. Surtout que la fête des amoureux chinoises, donc le Qixi, tombe aussi pendant le mois des fantômes. Et généralement, pendant le mois des fantômes, on se marie pas, on déménage pas, on fait pas de grands changements dans sa vie, quoi. Oui, tout à fait. Et en plus, pendant les mariages, il faut porter du rouge, normalement. C'est la couleur vraiment qui porte chance. Or, pendant le mois des fantômes, il faut aussi éviter cette couleur parce que les fantômes pourraient confondre avec du sang. Et donc, ce serait vraiment mauvais. Et donc, le numérologue insistait sur le fait que si les personnes venaient à enfreindre ce tabou-là, se marier pendant le mois des fantômes et en plus pendant Qixi, leur mariage mènerait à un divorce dans les 3 ans. Ah ouais, carrément. Rien que pour essayer, on a envie de voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui se marie. S'il y en a qui nous écoutent et qui ont essayé, faites-nous part de votre expérience dans les 3 années qui viennent. Après, c'est un peu comme tous les voyants, ils te disent ça pourrait mener à un divorce. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Il y a d'autres tabous également liés à cette fête. Donc, par exemple, il est déconseillé de porter des vêtements en mauvais état ou alors des jeans troués, par exemple. Puisque comme Zhenü est une tisserande, ça pourrait... elle ne serait pas contente de ça. Voilà, elle serait offensée. Et ça pourrait causer des... ça pourrait causer des disputes dans le couple. Il est aussi déconseillé de passer la nuit ensemble pour les couples parce que même si c'est un jour pour l'amour, normalement c'est une période qui est consacrée à l'abstinence. D'accord. Voilà, donc c'est une période pour s'asseoir sur un banc et parler d'amour, mais pas plus. Et en plus, selon les taoïstes, ce jour-là s'appelle Dao de La. Et c'est un jour de jeûne consacré à l'étude des textes aussi et à la repentance. Donc voilà, c'est un autre atmosphère. Si on compte tout ce qu'il faut faire ce jour-là, c'est assez... Ou ce qu'il ne faut pas faire aussi. Ou ce qu'il faut faire et ne pas faire, ça devient presque beaucoup de choses et un peu leur contraire en même temps, du coup. Voilà, sachant qu'après, le reste de l'année, ils ne peuvent pas non plus forcément se voir puisqu'ils sont séparés. Mais la légende... Ça reste compliqué. Mais la légende du Bouvier de la Tisserande est une légende très ancienne, donc si ça se trouve, ça remonte à bien avant même le taoïsme. Oui. C'est fort probable. Et il est aussi déconseillé d'aller dans les cimetières, notamment pour les couples qui pourraient avoir envie d'être tranquille. Silencieux. Moment romantique dans les cimetières parce qu'en fait ça pourrait rendre les fantômes jaloux et il pourrait amener les couples à rompre. D'accord. Ils ont vraiment pensé à tout, c'est vraiment ça qui m'a fait rire. C'est pas parce que tes voisins sont silencieux qu'ils t'embêtent pas. Voilà. Donc, méfiez-vous des fantômes. Donc. C'est ça le message du numérologue. L'idée, c'est qu'il faut quand même être en couple, parce qu'il disait que les personnes célibataires doivent aller demander, mais les personnes qui ont envie de rester célibataires là-dedans... Non, mais ça, c'est pas prévu par la numérologie. Ça n'existe pas. Ça existe, mais il n'y a pas de tabou pour elle. Elle reste libre entièrement ce jour-là. Oui, c'est ça. C'est ça qui est les génial. personnes qui veulent avoir un compagnon ou une compagne, c'est le moment pour le demander à Yuela. Voilà. Pour les autres, ça reste le moment d'être entièrement libre. Libre comme l'air, comme les cyclones dont Fix va nous parler. Oh, quelle belle transition. Oui, moi je vais vous parler surtout de L'œil du cyclone, qui est le titre d'un film qui est sorti et qui fait un carton sur Netflix en ce moment, puisque c'est le 2e le plus vu à Taïwan sur cette plateforme Netflix cette semaine. Ça s'appelle L'œil du cyclone, la fin expliquée, sous-titre. Est-ce que le docteur Xia va contracter le virus ? Ah bon ? Alors, de quel cyclone parlons-nous ? Oui, là, on est un peu perplexe. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le film qui cartonne en ce moment. L'intrigue, c'est génial, en fait. C'est un film qui a été filmé pendant le Covid, mais qui raconte la première épidémie taïwanaise un peu parallèle au Covid, donc en 2003. Le SARS ? Le SRAS, c'est ça. Voilà, et du coup, L'œil du cyclone, c'est un film qui est entièrement tourné dans un hôpital, en l'occurrence l'hôpital Reping, qui avait été entièrement confiné en 2003. À l'époque, le ministre de la Santé qui avait été héroïque, entre guillemets, salué pour sa décision ferme de dire on confine entièrement l'hôpital, c'était un certain Chen Qianzhen. Oh,
Voilà, tiens. ministre de la Santé sous Chen Shui-bian, devenu vice-président et aujourd'hui Premier ministre, qui est un épidémiologiste de formation et confirmé en fait, et qui avait pris cette décision difficile, mais qui a fait que si Taïwan a trinqué comme beaucoup de pays d'Asie à l'époque, avait réussi quand même à s'en sortir avec des dégâts limités entre guillemets, quoi. On parle quand même de plusieurs centaines de morts et de plusieurs centaines, voire milliers de personnes contaminées, mais le foyer le plus important avait réussi à être largement contrôlé parce qu'ils avaient isolé cet hôpital. Alors l'intrigue du film se passe dans l'hôpital. Bien sûr, il faut rajouter un petit peu d'eau de rose dans le film pour que ça marche. Donc, basé sur ces événements réels, l'œil du cyclone, ça se déroule presque entièrement dans cet hôpital. Et il est entièrement confiné. Alors dans le film, c'est juste une aile, l'aile B, qui est entièrement confinée sur ordre inédit du ministre de la Santé, pardon. Et le film, il suit la découverte du SRAS étape par étape. Donc on découvre un foyer, on découvre des contaminations, on ne sait pas ce qui se passe, on isole parce qu'on est paniqué. Et puis très très vite, bien sûr, il faut plusieurs protagonistes pour que l'histoire prenne forme, quoi. Du coup, dans les protagonistes, il y a forcément un médecin, en l'occurrence le docteur Chia, le sous-titre, vous vous souvenez ? Est-ce qu'il va être contaminé ou pas ? Eh bien lui, il vient de finir sa journée de service, comme par hasard au début du film. Il doit rentrer vite chez lui pour célébrer l'anniversaire de sa petite fille. Et puis sur son trajet retour, il n'est pas arrivé chez lui qu'on l'appelle en urgence pour une opération. Du coup, il fait demi-tour, il va à l'hôpital, en bon chirurgien. Et puis arrivé sur place, il va se retrouver confiné comme les autres, quoi. Mais ça, il ne le sait pas encore. Autre protagoniste de l'histoire, qui est important dans le film, c'est un infirmier qui s'appelle Han Tai-he dans le film. Il a une seule envie, c'est quitter vite son emploi, comme par hasard, pour pouvoir rejoindre l'organisation des médecins sans frontières, dans laquelle il vient de s'engager avec son compagnon, qui est médecin à Hong Kong, un certain Lee Sin-yen. Et tout au long du film, ils vont être tous les deux en contact par téléphone. Du coup, des fois, tu le vois s'isoler dans un couloir ou sur le toit de l'hôpital confiné pour dire où il en est. Et puis pareil, à Hong Kong, il a une seule envie, c'est de se barrer de là, quoi. Et puis, comme par hasard, il y a un autre personnage prépondérant dans le film, un journaliste. Que fait le journaliste dans un hôpital à ce moment-là ? Eh bien, il enquête sur des sources qui lui ont dit qu'il y aurait peut-être une épidémie, pas comme les autres, du SRAS qui arrive, justement. Donc, il est au bon endroit, au bon moment, et il se retrouve confiné comme les autres. Alors lui, confinement ou pas, il va faire son boulot. Donc il va chercher tous les éléments qui viennent étayer sa thèse, documenter son reportage, jusqu'à ce que toute l'aile de l'hôpital soit confinée et lui aussi se retrouve en quarantaine jusqu'à nouvel ordre. À partir de là, le scénario est quasiment parfait, quoi. Vous avez un médecin qui est là alors qu'il voulait être ailleurs, avec sa famille, un infirmier qui est là mais qui veut être à 10 000 km, voire ailleurs aussi, un journaliste qui est là pour comprendre ce qui se passe, et puis bien sûr des patients qui sont là malgré eux, des opérations chirurgicales qui arrivent, une femme enceinte qui doit accoucher, qu'est-ce qu'on fait, comment on isole les patients qui sont à risque, les patients qui sont contaminés, ceux dont on ne sait pas ce qui se passe, sachant que l'hôpital est divisé en deux ailes dans ce film-là, l'aile A où tout va à peu près bien, l'aile B où c'est contaminé. Et puis, bien sûr, il y a la paranoïa, il y a la croissance, il y a l'émotion, il y a tout ça qui fait que le film prend nœud autour des protagonistes et tout le monde commence à pointer du doigt l'infirmier qui voulait se barrer de là en disant « c'est de ta faute, toi, tu étais dans l'LB en train de prodiguer des soins, c'est toi qui nous amène pas le Covid, mais le SRAS. Et du coup, il faut que tu retournes dans l'LB, te confiner avec les autres. » Et du coup, même s'il est totalement négatif à tous les tests, pour gagner le calme et puis la paix dans l'hôpital et surtout répondre à sa mission d'infirmier, il accepte de retourner se confiner avec les personnes qui, elles, sont réellement positives. Et du coup, il accepte sa mission de soins infirmier sur place, tout en se protégeant parce qu'il sait qu'il est négatif, en fait, que ça ne vient pas de lui, mais de comprendre ce qui se passe, en espérant que, de l'autre côté, l'aile A, qui est semi-libre, en quarantaine beaucoup moins stricte, pourra gagner en sérénité et puis essayer de chacun, comme cela, de réussir à retrouver de l'ordre. Et en parlant de l'ordre, il y a aussi les forces de l'ordre qui sont là. Et c'est pour ça que je dis le film, il est quasiment entièrement dans l'hôpital. C'est que tu as aussi des scènes où on voit depuis dehors,
où tu as les forces de l'ordre qui ont monté des barricades parce que tu as des gens qui essayent d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Tu as des gens qui veulent contacter leur famille avec des patients qui sont à l'hôpital et pourquoi il ne sort pas, est-ce qu'il est confiné, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il est mort, etc. Et du coup, tu as les forces de l'ordre qui encerclent totalement l'hôpital. Est-ce qu'on sait à quel degré c'est ressemblant à la réalité ? Apparemment, c'est assez ressemblant et c'est ce qui fait que le film cartonne, c'est que tout est mis assez bien en condition, c'est assez réaliste. T'as même une petite fille qui arrive, qui veut retrouver sa maman, qui est infirmière sur place, qui s'inquiète, qui dit quitte à être malade, je préfère être avec ma mère, quoi. Elle n'a pas ressortir, mais moi j'ai le droit de rentrer. Vous pouvez pas m'empêcher de rentrer. Puis les forces de l'ordre, ils savent pas trop quoi dire. Comme par hasard, t'as un taxi qui est là, qui venait de ramener le docteur Chia justement. Sur place, qui essaye de prendre en charge un petit peu cette fille parce qu'elle est abandonnée, livrée à elle-même. Et puis, ils arrivent à contourner la vigilance des forces de l'ordre, à rentrer dans l'hôpital, juste avant qu'il soit confiné. Comme par hasard, c'est confiné juste derrière. Alors lui, il va prendre en charge cette petite fille qui va finalement essayer de retrouver sa mère. Le reste du personnel médical la tient à distance parce que la maman, en l'occurrence, c'est positive et plutôt en très, très mauvaise situation sanitaire. D'ailleurs, elle va mourir quelques temps plus tard, donc la fille est gardée un petit peu à part de tout ça. Et après, pour l'intrigue de l'histoire, on rajoute des suicides, de personnes qui sont malades et qui savent pas, qui préfèrent, ou même elles savent pas si elles sont positives, mais qui préfèrent mettre fin à leur jour pour éviter le pire. T'as l'infirmier en l'occurrence qui s'est confiné. Se suicider pour éviter le pire. Non, parce qu'elles veulent pas affronter, quoi. Et puis c'est une fausse. C'est une fausse fuite, quoi. T'as l'infirmier qui s'était confiné, qui s'était sacrifié pour remettre de l'ordre, qui finalement devient fiévreux, donc il a contracté le virus, etc. T'as tous ces éléments qui montrent que la grande question de ce film, c'est finalement, est-ce que le docteur Chia va être malade ou pas, quoi ? Lui qui voulait fuir la zone, décide finalement de rester, parce que dans l'intrigue de l'histoire, il fait tout pour des pieds et des mains auprès du conseil d'administration pour être sur la liste de ceux qui ont le droit de sortir vite fait de l'hôpital. Et en effet, son nom est en tête de liste, donc il pourrait vite être extrait, entre guillemets, de cette zone de quarantaine. Puis finalement, au moment où une voiture sanitaire du gouvernement vient extraire les 10 personnes qui peuvent, lui, il est en tête, il peut être le premier à monter dans le véhicule. À ce moment-là, il se rend compte que tous ses confrères ont refusé d'accompagner une femme enceinte qui doit accoucher, parce qu'elle est dans la zone à risque. Et il se dit, je peux pas fuir, quoi. Il faut que je l'accompagne. Du coup, sa conscience fait que il va directement dans l'LB, confiné, puis il dit, tant pis pour ma famille, quoi. Je vais faire ce que je peux. Et voilà, je suis médecin, je l'accompagne. Donc, il est resté sur place. Il a pris en charge cette femme enceinte qui est finalement positive. Mais elle donne naissance à une petite fille. Tout se passe bien pendant l'opération. Et après, apparemment, tout va bien aussi. Et puis, le docteur Chia, il va rencontrer, bon gré mal gré, dans les couloirs, le fameux journaliste qui enquête sur l'origine. Et ils vont tous les deux finalement mener leur enquête sur place pour découvrir d'où viennent les premières contaminations. Et ils remontent comme ça à une entreprise qui était sous contrat avec l'hôpital pour le maintien des canalisations, de tout ce qui est tuyauterie, de plomberie, etc., même la climatisation. Et ils arrivent à remonter, puis finalement aider les autorités à mettre fin à cette contamination parce qu'ils arrivent à remonter à la source alors qu'eux-mêmes ils sont en quarantaine, confinés, ils ne sont pas contaminés, quoi. Et finalement, dans le film, tout va de mal en pis, on a l'impression que c'est la fin du monde. Et en parlant de la fin du film, le tableau final, il est à la fois plein d'espoir mais en même temps de réalisme parce que les protagonistes, ils se rattachent chacun à ce qui peut... la moindre lueur d'espoir, en fait, à ce qui peut les maintenir en vie ou voir une sortie du tunnel, sachant qu'il n'y a pas trop d'ondes positives. Enfin, positives, c'est peut-être pas le terme qui convient, puisque justement, ils essayent de ne pas l'être au SRAS. Mais ils se raccrochent à tout ce qu'ils peuvent. Et finalement, l'épidémie commence à se calmer. Le nombre de morts, certes, il est colossal, mais il commence à se tasser, entre guillemets. Les personnes atteintes commencent à résister, puis à guérir progressivement. Donc l'hôpital voit le bout du tunnel, le film aussi, même si chacun, c'est la morale de l'histoire, doit regarder la mort en face. Voilà, et c'est le film le plus vu de ces deux dernières semaines sur Netflix. Apparemment très très réaliste, et c'est ça qui est génial au niveau du réalisateur ou d'audacieux, en fait, c'est d'avoir pu oser profiter des conditions de semi-confinement du Covid
pour faire quasiment, c'est pas un documentaire, mais pas loin, quoi. Un film fiction, mais pas loin de la réalité de ce qui s'est passé 20 ans avant, quoi. Voilà. Après, pour l'histoire du SRAS, c'est quand même plus de 600 contaminés et 135 morts en 2 semaines dans cet hôpital de Ruping à Taïwan. Mais maintenant, heureusement, on est sorti du SRAS et puis assez sorti du Covid quand même s'il y a toujours des contaminations, on y résiste mieux et les frontières sont ouvertes. Et cela a permis d'avoir les Jeux d'Asie de l'Est jeunesse qui ont eu lieu en Mongolie, dans la capitale de la Mongolie qui est Ulaanbaatar. Oui. Je savais pas le dire en chinois. Ulaanbaatar, je crois que c'est Ulaanbaatar ou quelque chose comme ça en chinois. Et donc ils ont eu lieu du 6 au 23 août pour des athlètes entre 14 et 18 ans. Oui. D'Asie de l'Est, donc cela comprend Taïwan, la Chine, Hong Kong, Macao, la Mongolie, le Japon, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Voilà. Donc ces jeux se sont terminés le 23, il y a quelques jours. Oui. Et Taïwan a assez bien réussi, puisque Taïwan a gagné 10 médailles d'or. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais. Avec en plus 11 d'argent et 22 de bronze. D'accord. Donc la première médaille d'or, c'était en judo par Lai Mingyang, dans la catégorie homme de 60 kilos. Oui. Et puis après, il y a plusieurs autres médailles, notamment un sport qui m'a assez surpris, c'est tennis en réalité virtuelle. Le tennis en réalité virtuelle, c'est-à-dire il joue par ordinateur interposé avec des voilà, casques. Avec le casque et sans génial, balle, enfin une manette dans la main seulement. Okay. Mais donc il y avait 2 jeux électroniques, dont le tennis en réalité virtuelle. Et Taïwan a gagné une médaille d'or. C'est Tsai Kai-chang qui l'a gagné. D'accord. Donc voilà, c'est petite surprise. Ouais, c'est vrai qu'on n'imagine pas ces sports-là dans les compétitions un peu comme ça des Jeux d'Asie ou des Jeux en général sportifs, quoi. C'est assez séparé généralement, les e-sports et le sport général. Voilà. Et là, c'est mixé. C'est vrai que c'est surprenant. Ouais. Et les autres, donc il y avait 2 médailles d'or en athlétisme, en saut en longueur et lancer de disque. Une médaille d'or en foot que l'équipe masculine a gagnée contre Hong Kong. Une médaille aussi en ping-pong, en double féminin. Et puis 4 médailles d'or en taekwondo, 2 hommes et 2 femmes. Donc ça c'est plus attendu, puisque Taïwan gagne souvent des médailles dans ces sports-là. C'est même plutôt porteur d'espoir quand on sait que lors des derniers Jeux d'Asie, Taïwan, alors c'était pas pour les jeunes, mais c'était pour les universiades. C'est la première fois que Taïwan n'avait pas de médaille d'or. Oui. Donc on se dit que la relève est peut-être là finalement avec les jeunes. Oui, bah là ça a l'air. Et puis il y a eu d'autres médailles de taekwondo qui ont été gagnées aussi, une en argent et 2 en bronze. Ah, c'est bien. Et puis il y a également eu 4 médailles en argent au judo et 3 en bronze. Oui. D'autres médailles en athlétisme, en basket, en tir, en badminton. Donc voilà, la relève est assurée pour le sport taïwanais. D'accord. Voilà donc pour ce petit bilan des Jeux d'Asie de l'Est jeunesse qui ont eu lieu à Ulaanbaatar en Mongolie. Et puis voilà aussi pour l'émission On en parle à Taïwan de ce dimanche. C'était Floriane Day, Lisa Dufaux et François-Xavier Boulet pour RTI. Merci beaucoup.